Seconde partie de Le Prince Titi, des contes du magasin des enfants. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Conte du magasin des enfants de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Le Prince Titi, deuxième partie. Cependant, Guinguet fut fort en colère quand il apprit que son fils avait rendu la liberté à Violent sans lui faire payer beaucoup d'argent. Et ce prince avait beau lui représenter qu'il lui avait donné l'ordre d'agir comme il le voudrait, il ne pouvait lui pardonner. Titi, qui aimait et respectait son père, tomba malade de chagrin de lui avoir déplu. Un jour qu'il était seul dans son lit, sans penser que c'était le premier jour du mois, il vit entrer deux jolis serins par la fenêtre, et fut fort surpris lorsque ces deux serins, reprenant leur forme naturelle, lui présentèrent la fée et sa chère Mimi. Il allait remercier la bonne fée, quand la reine entra dans son appartement, tenant dans ses bras un gros chat qu'elle aimait beaucoup parce qu'il prenait les souris qui mangeaient les provisions et qu'il ne lui coûtait rien à nourrir. D'abord que la reine vit les serins, elle se fâcha de ce qu'on les laissait courir, parce que cela gâtait les meubles. Le prince lui dit qu'il les ferait mettre dans une cage. Mais elle répondit qu'elle voulait qu'on les prît dans le moment, qu'elle les aimait beaucoup, et qu'elle les mangerait à son dîner. Le prince désespéré eut beau crier, tous les courtisans et ses domestiques couraient après les serins, et on ne l'écoutait pas. Un valet prit un balai et fit tomber à terre la pauvre Mimi. Le prince se jeta hors de son lit pour la secourir, mais il serait arrivé trop tard car le chat de la reine s'était échappé de ses bras et elle l'a tué d'un coup de griffe lorsque la fée, prenant tout d'un coup la figure d'un gros chien, sauta sur le chat, l'étrangla. Ensuite, elle prit aussi bien que Bibi la figure d'une petite souris et elles s'enfuirent toutes les deux par un petit trou qui était dans un coin de la chambre. Le prince était tombé évanoui à la vue du danger qu'avait couru sa chère Mimi. Mais la reine n'y fit pas attention, elle n'était occupée que de la mort de son chat, pour lequel elle jetait des cris horribles. Elle dit au roi qu'elle se tuerait s'il ne vengeait pas la mort de ce pauvre animal, que Titi avait commerce avec des sorciers pour lui donner du chagrin, et qu'elle n'aurait pas un moment de repos qu'il ne l'eût déshérité pour donner la couronne à son frère. Le roi y consentit, et lui dit que le lendemain il ferait arrêter le prince, et qu'on lui ferait son procès. Le fidèle éveillé ne s'était pas endormi dans cette occasion. Il s'était glissé dans le cabinet du roi et vint tout de suite avertir le prince. La peur qu'il avait eue lui avait ôté la fièvre, et il se disposait à monter à cheval pour se sauver, lorsqu'il vit la fée qui lui dit « Je suis lasse des méchancetés de votre mère et de la faiblesse de votre père. Je vais vous donner une bonne armée. Allez les prendre dans leur palais, vous les mettrez dans une prison avec leur fils Myrtille, vous monterez sur le trône et vous épouserez Bibi tout de suite. » « Madame, dit le prince à la fée, vous savez que j'aime Bibi plus que ma vie. Mais le désir de l'épouser ne me fera jamais oublier ce que je dois à mon père et à ma mère, et j'aimerais mieux périr tout à l'heure que de prendre les armes contre eux. »« Venez que je vous embrasse, lui dit la fée. J'ai voulu éprouver votre vertu. Si vous aviez accepté mes offres, je vous aurais abandonné. Mais puisque vous avez eu le courage d'y résister, je serai toujours de vos amis. Je vais vous en donner la preuve. Prenez la forme d'un vieillard, et, sûr de ne pouvoir être reconnu sous cette figure, parcourez votre royaume. Instruisez-vous de toutes les injustices qu'on commet contre vos propres sujets, afin de les réparer quand vous serez roi. L'éveillé, qui restera à la cour, vous rendra compte de tout ce qui arrivera pendant votre absence. » Le prince obéit à la fée, et il vit des choses qui le firent frémir. On vendait la justice. Les gouverneurs pillaient le peuple,
les grands maltraitaient les petits, et tout cela se faisait au nom du roi. Au bout de 2 ans, l'éveillé lui écrivit que son père était mort et que la reine avait voulu faire couronner son frère, mais que les 4 seigneurs, qui étaient honnêtes gens, s'y étaient opposés, parce qu'ils les avaient avertis qu'il était vivant, et qu'ainsi la reine s'était sauvée avec son fils dans une province qu'elle avait fait révolter. Tity, qui avait repris sa figure, alla dans sa capitale et fut reconnu roi, après quoi il écrivit une lettre fort respectueuse à la reine pour la prier de ne point causer de révolte. Il lui offrit aussi une bonne pension pour elle et son frère Myrtille. La reine, qui avait une grosse armée, lui écrivit qu'elle voulait la couronne et qu'elle viendrait la lui arracher de dessus la tête. Cette lettre ne fut pas capable de porter Tity à sortir du respect qu'il devait à la reine, mais cette méchante femme ayant appris que le roi Violent venait au secours de son ami Tity avec un grand nombre de soldats, elle fut forcée d'accepter les propositions de son fils. Ce prince se vit donc paisible possesseur de son royaume, et il épousa la belle Bibi au contentement de tous ses sujets, qui furent charmés d'avoir une si belle reine. Tity, étant monté sur le trône, commença par rétablir le bon ordre dans ses états, et pour y parvenir il ordonna que tous ceux qui voudraient se plaindre à lui de toutes les injustices qu'on leur aurait faites seraient les bienvenus, et il défendit aux gardes de renvoyer une seule personne qui aurait à lui parler, quand même ce serait un homme qui demanderait l'aumône, car, disait ce bon prince, « Je suis père de tous mes sujets, des pauvres comme des riches. » D'abord, les courtisans ne s'effrayaient point de ce discours. Ils disaient « Le roi est jeune, cela ne durera pas longtemps. Il prendra du goût pour les plaisirs et sera forcé d'abandonner à ses favoris le soin des affaires. » Ils se trompèrent. Tity ménagea si bien son temps qu'il en eut pour tout. D'ailleurs, le soin qu'il eut de punir les premiers qui commirent des injustices fit que personne n'osa plus s'écarter de son devoir. Il avait envoyé des ambassadeurs au roi Violent pour le remercier du secours qu'il lui avait préparé. Ce prince lui fit dire qu'il serait charmé de le voir encore une fois, et que s'il voulait se rendre sur les frontières de son royaume, il y viendrait volontiers pour lui rendre visite. Comme tout était fort tranquille dans le royaume de Tity, il acceptait cette partie qui convenait à un dessein qu'il avait formé. C'était d'embellir la petite maison où il avait vu sa chère Bibi pour la première fois. Il commanda donc à 2 de ses officiers d'acheter toutes les terres qui étaient alentour, mais il leur défendit de forcer personne, car, disait-il, « Je ne suis pas roi pour faire violence à mes sujets, et après tout, chacun doit être maître de son petit héritage. » Cependant, Violent étant arrivé sur la frontière, les 2 cours se réunirent. Elles étaient brillantes. Violent avait mené avec lui sa fille unique qu'on nommait Élise, qui était la plus belle fille du monde depuis que Bibi était femme, et qui était aussi d'un heureux caractère. Tity avait mené avec lui, outre son épouse, une de ses cousines qu'on nommait Blanche, et qui, outre qu'elle était belle et vertueuse, avait encore beaucoup d'esprit. Comme on était pour ainsi dire à la campagne, les 2 rois dirent qu'il fallait vivre en liberté, qu'on permettrait à plusieurs dames et seigneurs de souper avec les 2 rois et les princesses, et, pour ôter le cérémonial, on dit qu'on n'appellerait point les rois votre majesté, et que ceux qui le feraient paieraient une guinée d'amende. Il n'y avait qu'un quart d'heure qu'on était à table lorsqu'on vit entrer une petite vieille assez mal habillée. Tity et l'éveillé, qui la reconnurent, furent devant elle, mais comme elle leur fit un coup d'œil, ils pensèrent qu'elle ne voulait pas être connue. Ils dirent donc au roi Violent et aux princesses qu'ils leur demandaient la permission de leur présenter une de leurs bonnes amies qui venait leur demander à souper. La vieille, sans façon, se plaça dans un fauteuil qui était auprès de Violent et que personne n'avait osé prendre par respect. Elle dit à ce prince, « Comme les amis de nos amis sont nos amis, vous voulez bien que j'en use librement avec vous. »
Violent, qui était un peu haut de son naturel, fut décontenancé de la familiarité de cette vieille, mais il n'en fit pas semblant. On avait averti la bonne femme de l'amende qu'on paierait toutes les femmes qu'on dirait Votre Majesté. Cependant, à peine fut à la table qu'elle dit à Violent: Votre Majesté me paraît surprise de la liberté que je prends. Mais c'est une vieille habitude, et je suis trop âgé pour me réformer. Ainsi, Votre Majesté voudra bien me pardonner. À l'amende, s'écria Violent. Vous devez 2 guinées. Que Votre Majesté ne se fâche pas, dit la vieille. J'avais oublié qu'il ne fallait pas dire Votre Majesté. Mais Votre Majesté ne pense pas qu'en défendant de dire Votre Majesté, vous faites souvenir tout le monde de se tenir dans ce respect gênant que vous voulez bannir. C'est comme ceux qui, pour se familiariser, disent à ceux qu'ils reçoivent à leur table, quoiqu'ils soient au-dessous d'eux, buvez à ma santé. Il n'y a rien de si impertinent que cette bonté-là. C'est comme s'ils leur disaient souvenez-vous bien que vous n'êtes pas fait pour boire à ma santé si je ne vous en donnais pas la permission. Ce que j'en dis, au reste, n'est pas pour m'exempter de payer l'amende. Je dois 7 guinées, les voilà. En même temps, elle tira de sa poche une bourse aussi usée que si elle eût été faite depuis 100 ans et jeta les 7 guinées sur la table. Violent ne savait s'il devait rire ou se fâcher du discours de la vieille. Il était sujet à se mettre en colère pour un rien, et son sang commençait à s'échauffer. Toutefois, il résolut de se faire violence par considération pour Tity, et prenant la chose en badinant, « Eh bien, ma bonne mère, dit-il à la vieille, parler à votre fantaisie, soit que vous disiez votre majesté ou non, je ne veux pas moins être un de vos amis. » J'y compte bien, reprit la vieille. C'est pour cela que j'ai pris la liberté de dire mon sentiment, et je le ferai toutes les fois que j'en trouverai l'occasion, car on ne peut rendre un plus grand service à ses amis que de les avertir dès qu'on croit qu'ils font mal. Il ne faudrait pas vous y fier, répondit Violent. Il y a des moments où vous ne recevrez pas volontiers de tels avis. Avouez, mon prince, lui dit la vieille, que vous n'êtes pas loin d'un de ces moments, et que vous donneriez quelque chose de bon pour avoir la liberté de m'envoyer promener tout à votre aise. Voilà nos héros. Ils seraient au désespoir qu'on leur reprochât d'avoir fui devant un ennemi et de lui avoir cédé la victoire sans combat, et ils avouent de sang-froid qu'ils n'ont pas le courage de résister à leur colère, comme s'il n'était pas plus honteux de céder lâchement à une passion qu'à un ennemi qu'il n'est pas toujours en notre pouvoir de vaincre. Mais changeons de discours, celui-ci ne vous est pas agréable. Permettez que je fasse entrer mes pages qui ont quelques présents à faire à la compagnie. Dans le moment, la vieille frappa sur la table, et l'on vit entrer par les 4 fenêtres de la salle 4 enfants ailés, qui étaient les plus beaux du monde. Ils portaient chacun une corbeille pleine de divers bijoux d'une richesse étonnante. Le roi Violent, ayant en même temps jeté les yeux sur la vieille, fut surpris de la voir changée en une dame si belle et si richement parée qu'elle éblouissait les yeux. « Madame, dit-il à la fée, je vous reconnais pour la marchande de nèfles et de noisettes qui me mit si fort en colère. Pardonnez au peu d'égard que j'ai eu pour vous, je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Cela doit vous faire voir qu'il ne faut jamais manquer d'égard pour personne, reprit la fée. Mais, mon prince, pour vous montrer que je n'ai point de rancune, je vais vous faire 2 présents. Le premier est ce gobelet. Il est fait d'un seul diamant, mais ce n'est pas ce qui le rend précieux.
toutes les fois que vous serez tenté de vous mettre en colère, emplissez ce verre d'eau et le buvez en 3 fois, et vous sentirez la passion se calmer pour faire place à la raison. Si vous profitez de ce premier présent, vous vous rendrez digne du second. Je sais que vous aimez la princesse blanche. Elle vous trouve fort aimable, mais elle craint vos emportements et ne vous épousera qu'à condition que vous ferez usage du gobelet. Violent, surpris de ce que la fée connaissait si bien ses défauts et ses inclinations, avoua qu'en effet il se croirait fort heureux d'épouser Blanche, mais, ajouta-t-il, il me reste un obstacle à vaincre, quand même je serai assez heureux pour obtenir le consentement de Blanche. Je me ferai toujours une peine de me remarier par la crainte de priver ma fille d'une couronne. Ce sentiment est beau, dit la fée, et il se trouve peu de pères capables de sacrifier leur inclination au bonheur de leurs enfants. Mais que cela ne vous arrête point. Le roi de Mogolan, qui était un de mes amis, vient de mourir sans enfant, et par mon conseil, il a disposé de sa couronne en faveur de l'éveillé. Il n'est pas né prince, mais il mérite de le devenir. Il aime la princesse Élise, elle est digne d'être la récompense de la fidélité de l'éveillé, et si son père y consent, je suis sûr qu'elle lui obéira sans répugnance. Élise rougit à ce discours. Il est vrai qu'elle avait trouvé l'éveillé fort aimable, et qu'elle avait écouté avec plaisir ce qu'on lui avait raconté de sa fidélité pour son maître. Madame, dit Violent, nous avons pris l'habitude de nous parler à cœur ouvert. J'estime l'éveillé, et si l'usage ne me liait pas les mains, je n'aurais pas besoin de lui voir une couronne pour lui donner ma fille. Mais les hommes, et surtout les rois, doivent respecter les usages reçus, et ce serait blesser ces usages que de donner ma fille à un simple gentilhomme, elle qui sort d'une des plus anciennes familles du monde, car vous savez bien que depuis 300 ans, nous occupons le trône. Mon prince, lui dit la fée, vous ignorez que la famille de l'éveillé est tout aussi ancienne que la vôtre, puisque vous êtes parents, et que vous sortez de 2 frères. Encore, l'éveillé doit-il avoir le pas, car il est sorti de l'aîné, et votre père n'était que le cadet. Si vous voulez me prouver cela, dit le roi Violent, je jure de donner ma fille à l'éveillé, quand même les sujets du feu roi de Mogolan refuseraient de le reconnaître pour maître. Rien de plus facile que de vous prouver l'ancienneté de la maison de l'éveillé, dit la fée. Il sort d'Élisa, l'aîné des fils de Japheth, fils de Noé, qui s'établit dans le Péloponnèse, et vous sortez du second fils de ce même Japheth. Il n'y eut personne qui n'eut beaucoup de peine à s'empêcher d'éclater de rire en voyant que la fée se moquait si sérieusement de Violent. Pour lui, la colère commençait à s'emparer de ses sens lorsque la princesse Blanche, qui était à côté de lui présenta le gobelet de diamant. Il le but en 3 coups, comme la fée le lui avait commandé, et pendant cet intervalle il pensa en lui-même qu'effectivement tous les hommes étaient réellement égaux dans leur naissance, puisqu'ils sortaient tous de Noé, et qu'il n'y avait de vraie différence que celle qu'ils y mettaient par leur vertu. Ayant achevé de vider son verre, il dit à la fée: En vérité, madame, je vous ai beaucoup d'obligations. Vous venez de me corriger de 2 grands défauts, de mon entêtement sur ma noblesse et de l'habitude de me mettre en colère. J'admire la vertu du gobelet dont vous m'avez fait présent. À mesure que je buvais, j'ai senti ma colère se calmer, et les réflexions que j'ai faites dans l'intervalle des 3 coups que j'ai bu ont achevé de me rendre raisonnable. Je ne veux pas vous tromper, dit la fée. Il n'y a aucune vertu dans le gobelet dont je vous ai fait présent, et je veux apprendre à toute la compagnie en quoi consiste le sortilège de cette eau bue en 3 coups. Un homme raisonnable ne se mettrait jamais en colère si cette passion ne le surprenait pas et lui laissait le temps de réfléchir. Or, en se donnant la peine de faire remplir ce gobelet d'eau, en le buvant en 3 fois, on prend du temps, les sens se calment, les réflexions viennent,
et lorsque cette cérémonie est achevée, la raison a eu le temps de prendre le dessus sur la passion. En vérité, lui dit Violent, j'en ai plus appris aujourd'hui que pendant le reste de ma vie. Heureux Tity, vous deviendrez le plus grand prince du monde avec une telle protectrice. Mais je vous conjure d'employer le pouvoir que vous avez sur l'esprit de madame à la faire souvenir qu'elle m'a promis d'être de mes amis. Je m'en souviens trop bien pour l'oublier, dit la fée, et je vous en ai déjà donné des preuves. Je continuerai à le faire tant que vous serez docile, et j'espère que ce sera jusqu'à la fin de notre vie. Aujourd'hui, ne pensons plus qu'à nous divertir pour célébrer votre mariage et celui de la princesse Élise. En même temps, on avertit Tity que les officiers, qu'il avait chargés d'acheter toutes les terres et les maisons qui environnaient celle de Bibi, demandaient de lui parler. Il commanda qu'on les fît entrer, et ils lui montrèrent le dessin de l'ouvrage qu'ils voulaient faire en cette petite maison. Ils y avaient ajouté un grand jardin et un beau parc, qui aurait été parfait s'ils eussent pu abattre une petite maison qui se trouvait au beau milieu d'une des allées de ce parc, et qui en gâtait la symétrie. « Et pourquoi n'avez-vous pas ôté cette bicoque ?» dit le roi Violent, en parlant à ses officiers et aux architectes. « Seigneur, lui répondirent-ils, notre roi nous avait défendu de faire violence à personne, et il s'est trouvé un homme qui n'a jamais voulu vendre la maison, quoique nous ayons offert de la lui payer 4 fois plus qu'elle ne vaut. Oh, si ce coquin-là était né mon sujet, je le ferais pendre, dit Violent. Vous videriez votre gobelet auparavant, dit la fée. Je crois que le gobelet ne pourrait lui sauver la vie, répondit Violent, car enfin n'est-il pas horrible qu'un roi ne soit pas maître dans ses états, et qu'il soit contraint d'abandonner un ouvrage qu'il souhaite achever par l'obstination d'un faquin qui devrait s'estimer trop heureux de faire sa fortune en obligeant son maître, sans le forcer à le contraindre ou à abandonner son dessein. Je ne ferai ni l'un ni l'autre, dit Tity en riant, et je prétends que cette maison soit le plus grand ornement de mon parc. Oh, je vous en défie, dit Violent, elle est tellement placée qu'elle ne peut servir qu'à le gâter. Voici ce que je ferai, dit Tity. Elle sera environnée d'une muraille assez haute pour empêcher cet homme d'entrer dans mon parc, mais pas assez pour lui ôter la vue, car il ne serait pas juste de l'enfermer comme dans une prison. Cette muraille continuera des 2 côtés, et l'on y lira 6 paroles écrites en lettres d'or. Un roi qui fit bâtir ce parc aima mieux lui laisser ce défaut que de devenir injuste à l'égard d'un de ses sujets, en lui ravissant l'héritage de ses pères, sur lequel il n'avait d'autre droit que celui de la force. Tout ce que je vois me confond, dit Violent. J'avoue que je n'avais pas même l'idée des vertus héroïques qui font les grands hommes. Oui, Tity, cette muraille sera ornement de votre parc, et la belle action que vous faites en l'élevant sera ornement de votre vie. Mais, madame, d'où vient que Tity se porte naturellement de grandes vertus dont je n'ai pas même l'idée, comme je vous l'ai dit? Grand roi, lui répondit la fée, Tity, élevé par des parents qui ne pouvaient pas le souffrir, a toujours été contredit depuis qu'il est au monde. Il s'est accoutumé par conséquent à soumettre sa volonté à celle d'autrui dans toutes les choses indifférentes. Comme il n'avait aucun pouvoir dans le royaume, pendant la vie de son père, il ne pouvait accorder aucune grâce, et qu'on savait que le roi avait envie de le déshériter, les flatteurs n'ont pas daigné le gâter, parce qu'ils ne croyaient pas avoir rien à craindre, ni à espérer de lui. Ils l'ont abandonné aux honnêtes gens, que le seul devoir attachait à sa personne, et dans leur compagnie, il a appris qu'un roi, qui est maître absolu pour faire du bien, doit avoir les mains liées lorsqu'il est question de faire du mal, qu'il commande à des hommes libres et non à des esclaves, que les peuples ne se sont soumis à leurs égaux en leur donnant la couronne que pour se donner des pères, des protecteurs aux lois, un refuge aux pauvres et aux opprimés. Vous n'avez jamais entendu ces grandes vérités. Devenu roi dès l'âge de 12 ans, les gouverneurs à qui l'on a confié votre éducation n'ont pensé qu'à faire leur fortune en gagnant vos bonnes grâces. Ils ont appelé votre orgueil noble fierté,
vos emportements des vivacités excusables. En un mot, ils ont fait jusqu'à ce jour votre malheur et le malheur de vos propres sujets, que vous avez regardés et traités en esclaves, parce que vous pensiez qu'ils n'étaient au monde que pour servir à vos caprices, au lieu que dans la vérité, vous n'y êtes que pour servir à les protéger et à les défendre. Violent convint des vérités que lui disait la fée. Instruit de ses devoirs, il s'appliqua à se vaincre pour les remplir, et fut encouragé dans ses bonnes résolutions par l'exemple de Tity et de l'éveillé, qui conservèrent sur le trône les vertus qu'ils y avaient apportées. Fin de la deuxième partie de Le Prince Tity, enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.